Merci Anthony Gessin d'être avec nous. Merci. Vous êtes originaire de la région. Exactement. Vous avez une boutique en click and collect, vous allez nous en parler. Aujourd'hui, vous allez nous préparer un dessert 100% normand. 100% normand, 100% de mon enfance. C'est-à-dire qu'on va partir sur quelque chose qui me rappelle vraiment quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'un riz au lait à la cannelle, vous avez des pommes poêlées au beurre et au miel, donc on est vraiment totalement en Normandie. Un sablé à la farine de pomme. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces notes avec beaucoup d'amour pour ma région. Alors, par quoi on commence? C'est quoi la première La étape de cette première recette? étape de cette recette, alors évidemment on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire toutes les étapes, donc on va commencer en fait par faire cette petite recette donc de crumble qui est très intéressante parce que vous avez un produit ici qui s'appelle le farri-pomme. Donc le farri-pomme en fait, vous voyez, donc c'est juste en fait du marc de pomme déshydraté. Je travaille avec un pressoir en fait dans l'heure qui me permet en fait, une fois qu'ils ont pressé les jus, ils se retrouvent à déshydrater le marc de pomme et en faire une farine. Ce qui fait que vous pouvez l'incorporer aussi bien en sucré qu'en salé. Par exemple, on est en pleine saison de la coquille Saint-Jacques, ça se marie très bien avec la coquille Saint-Jacques, mais moi je l'ai incorporé en fait dans un crumble. Donc, c'est de la farine de pomme, C'est de c'est la ça? Vous farine de connaissiez pomme. la farine de pomme? Levez la main, ceux qui connaissaient. Non, bah alors tout le monde. Ah si, il y a quelques personnes, ça va. Et quelques personnes qui Il y a connaissaient. quelques petites mains qui se lèvent. Ça change quoi la farine de pomme dans un dessert? La farine de pomme, en fait, ça va rajouter naturellement un goût de pomme assez puissant, parce qu'on a sur le côté acidulé de la pomme va être très présent. Alors c'est en incursion, on ne met pas en 100% parce que c'est assez fort. En tout cas, moi, pour mon goût, c'est assez fort. Donc on va partir sur 25% en fait de farine de pomme par rapport à la farine classique, farine blanche T55 qu'on utilise en pâtisserie. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir ce côté un petit peu en fin de bouche. Et vous allez voir quand vous allez goûter, on a vraiment ce côté vraiment pomme qui est très intéressant au niveau du goût, quoi. Super. Alors, du coup, on commence par quoi pour le Donc on commence crumble? par quoi? Le crumble, en fait, on fait un temps pour temps entre de la donc farine plus farine de pomme. Ensuite, on a de la cassonade. On va avoir de la poudre d'amande et du beurre. Donc on va mélanger ça tranquillement au batteur. Donc, vous avez mis combien là en termes de quantité? Là, on est les quantités, on va être sur 100 grammes de chaque. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait la recette, vous pouvez faire vous pouvez vous servir en fait du crumble pour faire des petits sablés à la maison, pour le goûter pour les enfants. Vous avez un petit sablé à la farine de pomme, et c'est vraiment génial, quoi. Donc, on a dit 100 grammes de beurre, 100 grammes de 100, farine de pomme. 100 grammes, alors on a 100 grammes de beurre, 100 grammes, on a 75 grammes de farine blanche, D'accord. plus 25 grammes de farine de pomme, D'accord. donc que j'ai déjà mélangé dans mon petit mélange. Ensuite, vous avez de la cassonade, donc pour faire le crumble, et vous allez mélanger tout ça à vitesse lente au batteur, tranquillement, jusqu'à ce que vous ayez une pâte bien homogène, quoi. Alors vous, la particularité, donc, c'est que vous avez créé votre boutique en ligne, c'est ça? Oui, en En fait, click on and collect. Est-ce que vous a pouvez nous expliquer? C'est Popa? l'idée de Popa, en fait, c'était d'avoir une entreprise en click and collect. Donc, au bout de 25 ans de carrière, je me suis posé une bonne question, c'est-à-dire que j'avais plus envie de remplir des grandes vitrines, j'avais envie de faire des gâteaux à la demande, c'est-à-dire que pour avoir de l'extra frais. Donc, en fait, mes clients commandent sur le site internet et vont récupérer à 12 heures minimum après sur les 2 click and collect au labo et autour des click and collect que j'ai développés. Donc à chaque fois autour de Caen, sur les 4 points cardinaux, et vous pouvez en fait retrouver les gâteaux sur le site avec comment on appelle ça, un système vraiment anti-gaspi, parce que si vous commandez pas, je fais pas de gâteau. C'est ça, il y a toute cette Il y a toute logique-là, cette logique anti-gaspillage, de ne pas faire de anti-gaspillage. gâteaux et puis qui ne Exactement. soient pas vendus et qui restent. Voilà. Pourquoi Popa? Popa, c'est la première duchesse de Normandie. C'est la femme du duc de Rollon, donc historiquement parlant, elle est moins connue que Guillaume le Conquérant et Mathilde en Normandie, mais elle a une vraie part puisque c'est les ancêtres en fait de Guillaume et de Mathilde, et elle a une place sur la place Charles de Gaulle à Bayeux, elle a une statue. Et en m'intéressant un petit peu à l'histoire de ma région, je me suis dit, tant qu'à faire, les ducs sont mis en valeur, on va mettre en valeur un petit peu les duchesses aussi. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Popa pour être bien ancré dans ma région. Donc vous rendez hommage à votre région à travers le nom de votre boutique, à travers Oui. votre dessert aussi. Exactement. Vous travaillez aussi qu'avec des producteurs locaux, des produits locaux aussi. Énormément de producteurs locaux. Vous voyez, par exemple, je vous parlais de la farine-pomme. Donc là, on est dans l'Eure, à Épeigne. La farine blanche que j'utilise, en fait, qui est une petite productrice qui est à côté de Falaise et qui fait à 22 ans, qui s'occupe de 50 hectares de blé et qui a monté en interne, en fait, de sa ferme un moulin, et elle fait sa propre farine. Donc aujourd'hui, je me sers de la farine de Valentine, qui est une farine donc en T65, mais qui va être travaillée sous meule de pierre, donc à l'ancienne. Donc ça fait une farine avec un goût extraordinaire. Et c'est local, c'est à 15 minutes de chez moi, donc c'est assez pratique pour aller la chercher.
Alors notre crumble, Notre on en est crumble, où? donc on a mis notre beurre, beurre froid, hein, c'est le plus très important. Donc le beurre froid, en temps pour temps avec la cassonade, la poudre d'amande, la farine et le farine-pomme, et on laisse gentiment mélanger comme ça, histoire d'avoir vraiment une pâte très homogène. Et je précise, c'est avec la feuille du robot, du coup. Exactement, la feuille. Ouais. Vaut mieux éviter de mettre le fouet. On risquerait, bon là, c'est des petites quantités, mais la feuille est préconisée pour faire ce genre de mélange. Et alors, à quel moment on sait qu'il est prêt? Quand c'est bien homogène, en fait. Quand votre pâte est bien homogène, que le beurre a bien sablé avec les poudres, et ça permet en fait d'avoir vraiment quelque chose qui va être très très goûtu en finalité, quoi. Parce que là, je pense qu'on le voit à la caméra, il y a des gros morceaux. Ouais, Donc, voilà, les morceaux de beurre vont s'incorporer au fur et à mesure, et vous allez vous retrouver avec une pâte qui va avoir une jolie couleur, un petit peu de pomme d'ailleurs, puisque vous avez le farine pomme à l'intérieur. Et au moment de la cuisson, ce qui va être très important, étant donné qu'on a du marc de pomme à l'intérieur, ce qui est du sucre concentré, il va falloir faire très attention à la température. C'est-à-dire qu'on va avoir une température, classiquement on va cuire à la maison entre 160 et 170 degrés. Là on va baisser à 140 degrés pour éviter de caraméliser en fait le marc de pomme qui va être après, alors la couleur sera très foncée, qui sera bien cuit, mais vous allez avoir une couleur foncée. Si vous voulez une couleur un petit peu moins foncée, un peu plus ambrée, vous allez avoir le moment où il faut baisser la température, et ça c'est très important quand vous servez du farine pomme. Ouais. et ça, c'est pareil pour les gâteaux d'une manière générale. Si vous utilisez la farine de pomme, par exemple, dans d'autres gâteaux, des biscuits. Oui, complètement. On peut l'utiliser même en 100%, la farine de pomme, pour les intolérants au gluten, ce qui est très intéressant sur des sablés, comme je le fais là. Ça peut être très intéressant, donc il faut faire très attention à la cuisson, parce qu'on a ça a tendance à brûler assez rapidement, quoi. Donc, mais c'est un vrai joli produit. Mais c'est facile d'utilisation. C'est très simple d'utilisation. Vous utilisez ça comme une farine et il n'y a pas de souci, quoi. Donc, si je résume, c'est soit on la mixe à 25% avec de la farine blanche. Après, vous pouvez mixer, voilà, ça c'est moi, c'est mes D'accord. quantités, mais vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, suivant votre goût en fait. Et après, il faut faire des essais de recettes à la maison. Et Ça est-ce fonctionne qu'on peut bien. l'utiliser si on ne fait pas un gâteau à la pomme? Est-ce qu'on va vraiment ressentir après Ouais, ce... on a vraiment un goût très acidulé de la pomme. Je vous dis, ça fonctionne très bien en salé aussi avec des noix de Saint-Jacques. Quand vous faites une petite noix de Saint-Jacques au four, vous pouvez rajouter, faire gratiner en fait sur le dessus. Ça vous ramène une vraie typicité pour le coup. On peut pas faire plus normand là. Il faut Saint-Jacques faire plus, attention quand même. C'est-à-dire que si on fait un gâteau où on ne veut pas de goût de pomme, on ne va pas utiliser de la farine de pomme. on n'utilise pas de farine de pomme. Voilà. Ouais, le goût compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de la masterclass, vous levez la main. Ah bah il y a une question là-bas de madame. La Euh, farine de pomme, vous la trouvez en fait sur le site internet, ça s'appelle les Trois Fermes Épagnoles. Vous pouvez la retrouver en fait, ils vous envoient ça en mondial relais, ce qui est très sympathique. Vous recevez vos petits sachets, c'est des sachets de 400 grammes comme vous avez ici. On est aux alentours de 8 à 12 euros le kilo, suivant la production. Mais moi, en moyenne, on est à peu près à 10 euros le kilo pour la farine de pomme. Donc ce qui est assez raisonnable en fait, parce que c'est un produit qui se garde très bien dans le placard au sec. Donc vous avez plusieurs utilisations, vous pouvez faire des financiers à la pomme, vous pouvez faire même dans vos crêpes, c'est-à-dire que vous pouvez incorporer un petit peu dans les crêpes, ça vous donne quelque chose d'assez dingue, quoi. Donc plutôt intéressant comme produit, donc voilà, c'est pas mal, je vous en prie. Alors, donc là, elle est bientôt, Là c'est bientôt prête. prêt, Ok. on va continuer à bien mélanger en fait. Alors, quel est votre parcours, Anthony? Vous avez Ah, commencé très jeune, vous, J'ai à commencé 13 ans. j'ai commencé à la maison, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait, je voulais savoir comment on faisait des meringues. Je suis devenu pâtissier grâce aux meringues, parce que j'avais vraiment l'envie de savoir faire des meringues. Et aux grandes dames de ma maman qui est dans la salle, qui a vu fondre ses œufs dans le frigo, puisque ben, évidemment, comme tout garçon, j'ai piqué tous les œufs de ferme qui étaient à la maison pour pouvoir fabriquer de la meringue. Et c'est vraiment le déclencheur de mon envie de faire de la pâtisserie, puisque j'adorais manger de la meringue, donc je voulais savoir comment ça se fabriquait. Il y a vos parents dans la salle, c'est ça? Exactement. Ils sont juste devant là, avec ma petite fille qui est juste à côté. Ah. On peut les applaudir parce que c'est toujours quelque chose d'avoir les parents qui sont là pour leurs enfants. Donc ensuite, une fois que j'ai commencé un CAP, hein, classiquement, donc ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu parler Maxime Frédéric du fait qu'il soit allé au CIFAC de Caen. On a fait la même école en fait. Et l'idée, c'est qu'une fois que j'ai eu mon CAP, je suis arrivé dans une ville dans laquelle on est tous aujourd'hui, c'est-à-dire Deauville, où je me suis retrouvé donc pâtissier dans le groupe Barrière, donc Casino plus Normandie Barrière, où j'ai continué. Et ensuite, je me suis un petit peu baladé en Normandie pour apprendre mon métier. J'ai changé d'entreprise assez régulièrement parce que je voulais compléter mon savoir-faire. Et au bout de 25 ans, voilà, on est arrivé à Popa. Et Voilà. 25 ans après, vous revenez ici à Deauville. 20 ans après, voilà, je reviens à Deauville, à quelques mètres de là où j'ai appris mon métier. Ouais. Donc c'est assez drôle, ouais. C'est plutôt sympa. Ouais. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc là, on arrive, le beurre commence à être bien mélangé, vous voyez.
faut prendre le temps. Et la couleur change aussi. Et la couleur change parce qu'avec cette farine, vous avez vraiment ce côté vraiment très visuel. Vous allez voir, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on va faire de la magie parce que le sablé est déjà cuit. C'est la magie de C'est la pâtisseur, magie de toute de manière. pâtissard. Alors après, vous le travaillez comment? Vous l'étalez? On l'étale tout vous- simplement Simplement. comme une pâte. Alors c'est assez friable, hein. Donc c'est quelque chose où il faut vraiment prendre le temps, vous allez voir, d'étaler le produit et d'étaler la pâte. On la conserve un petit peu quand même au frigo avant de commencer à la travailler. Là, vous voyez, ça commence à s'agglomérer. Là, on commence à avoir quelque chose de très... voyons, il faut qu'on C'est arrive un vraiment... peu comme du sable. C'est du si on crumble doit en décrire. final. Vous Ouais. voyez, au départ, on pourrait l'arrêter ici et le parsemer par exemple sur une tarte aux pommes. Ça serait très cohérent. L'idée en fait, c'est d'arriver à l'agglomérer pour en faire un joli sablé et arriver à avoir vraiment ce côté très croquant de la pâte. Donc j'ai travaillé vraiment pour que ce soit vraiment pas trop épais, puisque au final, si c'est trop épais, après c'est difficile à couper pour le gâteau. Donc on est vraiment sur un demi-centimètre au niveau de l'épaisseur pour pouvoir avoir quelque chose de croustillant et sans trop être agressif un peu pour les dents, quoi. Est-ce que vous pouvez nous montrer du coup le résultat fini? Bien sûr. Donc là, on a le résultat. Et donc, en fait, le résultat final, vous l'avez ici. Une fois qu'il est cuit, vous avez le résultat final ici, donc cuit donc à 140 degrés pendant une quinzaine de minutes. Vous avez un résultat qui est, vous voyez, là, on est vraiment bien mélangé. Vous voyez ? Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites dans votre recette? Une fois que le crumble est cuit, Donc une fois que le crumble est cuit, en fait, donc là on va débarrasser le crumble. Une fois que le crumble est cuit, donc on a une autre étape, donc pâte à choux. C'est un gâteau qui est extrêmement complet. Donc c'est vrai que du coup, il y a quoi dedans? Il y a de la pâte à choux, il y a une crème diplomate, il y a là un il y a caramel. de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'on démarre Il y a sur un un sablé, crumble. il y a la pâte à choux, il y a une crème diplomate, vous allez avoir une pâte de caramel à la fleur de sel, vous allez avoir des pommes poêlées au beurre et miel de Normandie. En gros, Si on veut savoir si on maîtrise les classiques, on fait votre recette. c'est exactement ça. On est vraiment dans du tradi. On est vraiment dans quelque chose où on a vraiment toutes les bases de notre métier et c'est très intéressant parce que c'est un gâteau qui est assez complet au niveau de l'exercice. Donc vous pouvez retrouver en fait toutes ces petites étapes. Tout le monde, le riz au lait à la cannelle, n'a pas oublié ce qu'on avait oublié, le riz au lait à la cannelle qui est Riz au lait à la cannelle. le riz est encore un partenaire aussi ici qui est présent sur le salon, donc avec l'atelier 109 qui est dans la salle, je le vois avec sa jolie casquette, et qui me fournit en fait une superbe cannelle de Ceylan de Madagascar qui est juste top. Et je vous invite à aller voir leur stand parce que ils ont vraiment des épices d'exception et c'est très très intéressant. Et donc on l'incorpore un petit peu dans le riz au lait à la cannelle. Donc tout le monde fait du riz au lait à la maison, tout le monde sait faire une pâte à choux, en tout cas ceux qui s'intéressent à la pâtisserie. Un sablé, vous avez les pommes poêlées, tout le monde en a déjà fait. En fait, et on va mixer en fait tout pour assembler tout ça dans le gâteau. Alors donc le crumble, ça va être la base du Donc le gâteau. crumble, il est fait. Vous voyez, on a une vraie texture. Ça va être la base du gâteau. On agglomère comme ça vraiment. Voilà, on va montrer à la caméra comme ça. Vous voyez, ça s'agglomère naturellement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir quelque chose où vous avez facilement étalé en fait au rouleau, quoi. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ce crumble, il arrive et poc, magie, il est cuit. Super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc une fois qu'on a fait ça, on va récupérer. Donc la deuxième étape en fait, c'est de récupérer en fait les choux et le caramel. Donc on va mettre une belle couche de pâte de caramel et on va venir coller les choux qu'on aura garnis de riz au lait à la cannelle. Alors votre caramel, vous le faites comment? C'est un Donc caramel. caramel en fait, vous prenez donc du sucre blanc, miel. Donc vous le faites cuire, vous faites ambrer à 157 degrés exactement, hein, c'est assez précis. Une fois que vous avez fait ça, vous incorporez votre crème chaude à l'intérieur, donc une crème liquide 35%. Et là, après, là, vous mettez votre beurre et votre fleur de sel et vous avez une jolie crème caramel. Et j'ai vu des visages qui ont fait 157 degrés précisément. Pourquoi? Parce que ça donne cette couleur très ambrée en fait au caramel et c'est vraiment la couleur en fait que je cherche pour avoir le caramel. Ce qui permet d'avoir un caramel toujours constant. Dans la recette, c'est-à-dire que quand vous versez vraiment à 157 degrés, vous avez vraiment la couleur ambrée que moi je cherche et qui va me permettre en fait d'avoir un caramel qui est toujours régulier et toujours le même goût. Parce que suivant les températures, votre caramel il va pas avoir le même goût au final et ça c'est très très intéressant. Je le note, je Notez-le, testerai. j'ai vu. Donc on va récupérer ce caramel qui a été fait donc hier, parce que je le fais préconiser de le faire la veille. Ça permet en fait d'avoir un caramel. Vous voyez, il est déjà dans ma poche, d'avoir un caramel très ambré comme ça. Où est-ce que j'ai mis là mes petits ciseaux? Donc le secret pour réussir son caramel, qu'il soit bien Qu'il soit bien onctueux, un bon beurre, un bon une beurre, bonne d'accord. crème et beaucoup d'amour.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et une bonne température. Une très bonne température. On brûle pas les étapes et en fait vous vous retrouvez, vous voyez, avec une pâte de caramel qui va se tenir dans la poche. Ça veut dire que ça va pas être trop coulant et vous allez pouvoir. Alors ça c'est pareil, c'est un produit que vous allez pouvoir mettre partout, dans les yaourts, sur les crêpes, j'en parlais tout à l'heure, avec la farine de pomme, c'est formidable. Donc vous allez avoir un produit excellent, gustativement, assez gras, parce que j'aime bien en fait que ce côté, voilà, c'est riche. On peut pas dire que c'est pas un produit qui est pas riche. On est La dans gourmandise. c'est de la Normandie. On a du beurre, on a de la crème. Et Donc, c'est de la gourmandise et c'est aussi. de la gourmandise. Vous mettez pas de sel, pas de. Alors si, vous j'ai auriez une pu- pointe de oui. fleur de sel, toujours à la fin, c'est un exhausteur de goût extraordinaire, la fleur de sel, ce qui permet en fait, vous pouvez mettre ça en pot, complètement comme une confiture, vous pouvez le réserver assez longtemps, une fois qu'il est en pot et bien stérilisé, vous pouvez garder ça 3-4 mois sans aucun souci dans le placard, et une fois qu'il est ouvert au frigo, vous gardez une petite semaine, parce que sinon le sucre a tendance à cristalliser un petit peu, mais vous remélangez, mais ça fonctionne très bien. Mais généralement, ça reste pas très longtemps dans le frigo. Oui, je pense. Donc là, en fait, on va dresser en fait la pâte de caramel, vous voyez, tout doucement, pour avoir vraiment ce côté caramel en fond. Il est joli, hein. Vous voyez, cette belle couleur ambrée que je vous parlais tout à l'heure. Il est très très beau. Enfin, la D'où couleur, l'importance des 157 degrés, vous voyez. On a noté. Tout le monde a noté les 157 degrés. Donc vous mettez une couche. Ouais, une jolie couche Une de jolie caramel, couche vous quand voyez, même, ça va. qu'on ait quand même ce petit goût. Donc là, on est sur donc la pomme, le caramel, et donc là, on va prendre les petits choux et on va les garnir de riolet à la cannelle. Ah, donc vous garnissez de riz au lait. Exactement. Vous le faites comment votre riz au lait? Alors mon riz au lait, en fait, je le fais assez souple, c'est-à-dire que c'est un riz au lait en fait qui va être pochable. Parce que le riz au lait, il y a certains riz au lait, il y a certaines techniques où il est assez épais. Moi, j'ai besoin qu'il soit assez souple pour pouvoir le pocher. Donc je précuis mon riz toujours 5 minutes. Donc je le nettoie bien mon riz, un joli riz rond. Ensuite, je le précuis pour avoir vraiment cette onctuosité de riz qui est extrêmement importante dans le riz au lait. Et après, alors vous avez le choix. Moi, je le fais vraiment au lait, moitié crème, parce que ça donne une onctuosité encore un peu plus importante. Et après, une fois que c'est de la réduction, il faut que ça cuise tout doucement. Et comment on fait justement pour qu'il reste souple comme ça? Pour qu'il reste souple, en fait, avant qu'il soit trop épais, parce que plus vous allez le cuire, en fait, à feu très doux, plus en fait vous allez évaporer le liquide dedans, et plus en fait votre riz au lait va, une fois terminé, une fois froid, va être très épais. Et vous rajoutez, si vous voulez le faire même plus épais, vous rajoutez même un petit peu de chocolat blanc, ça permet de lui donner une vraie rondeur à votre riz au lait. Là, on l'arrête un tout petit peu avant, quand il est encore assez souple, et on le met à refroidir directement en cellule de refroidissement. Et là, vous avez un riz au lait qui est très pochable en fait, et qui se mélange bien dans une recette. On peut l'incorporer avec de la crème derrière. Il y a plein de petites astuces. Plein de possibilités Plein de après. possibilités. Donc là, on a notre riz au lait qui est ici, donc Ok. avec la fameuse cannelle. Et on va récupérer nos petits choux qui sont Donc la ici. cannelle de. La cannelle de monsieur. l'atelier 109. Exactement. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va ouvrir gentiment notre petite poche. Il y aura une dégustation à la fin. Ouais. Anthony vous a préparé vraiment chacun un petit chou avec le riz au lait, le caramel, voilà, la totale. Tac. Donc vous voyez, il est assez souple et on vient en fait poser tout doucement. En fait, on va faire un montage comme un Saint-Honoré. Ouais, ça ressemble vraiment. Hop, vous garnissez vos petits choux. Tac. Et alors comment on trouve l'équilibre du sucre avec le riz au lait, le caramel, les pommes caramélisées? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire des essais. C'est-à-dire que parfois, il y a trop de riz au lait, trop de cannelle, trop de sucre, trop de pâte de caramel. En fait, moi, j'en ai fait plusieurs. La cuisson du sablé qui est très importante, l'épaisseur. Donc, pour arriver à un gâteau comme ça, c'est 10-15 essais sur chaque étape. Parce que ça permet en fait d'avoir la finalité d'avoir un gâteau qui devient un gâteau signature rapidement, parce qu'au début il n'était pas parti pour être un gâteau signature, c'est mes clients qui en ont fait un gâteau signature, parce qu'à chaque fois qu'ils goûtent le Normandie Pop, ils sont voilà, il y a une vraie expérience en fait de goût et qui ramène un petit peu tous mes souvenirs que j'ai pu avoir avec cette fameuse Turgoule. Je ne sais pas si vous connaissez la Turgoule. Racontez-nous, expliquez-nous. Ah, vous ne connaissez pas la Turgoule. Donc la Turgoule, Honnêtement, en non. fait, c'est un très grand classique de la pâtisserie normande, faite par nos grands-parents. C'est un riz au lait, en fait, qui va cuire au moins 5 à 6 heures dans un four, dans une jarre en terre, à la cannelle. Et il est prêt quand vous avez cette jolie peau de lait, en fait, bien brûlée sur le dessus. Et ça se mange à la louche. Et vous mangez ça avec typiquement une brioche en Normandie qui s'appelle la falue. Et vous trempez en fait votre brioche dans le riz au lait, vous étalez votre riz au lait, c'est formidable. J'en doute pas. Vous connaissiez? Non? Oui, il y en a qui connaissent.
Excellent. Mais c'est les parents qui parlent. C'est normal. Bah, j'aimerais bien goûter. Hein. Ah, franchement, Mais ça se fait, on le trouve facilement, ça? Oh, on en trouve, c'est des Ouais. grands classiques, ouais. Ok. C'est des grands classiques dans les épiceries, vous allez retrouver, vous avez des entreprises qui vous permettent aussi de faire votre propre en fait, fallu, votre propre riolet avec des recettes déjà je crois que ça s'appelle les douceurs de Nathalie ou un truc comme ça, qui est une entreprise normande qui fabrique en fait tout le typique pour que vous ayez vous les recettes et vous avez plus qu'à faire à la maison avec tout le process de fabrication et c'est vraiment sympa quoi. On garde la tradition de la Normandie parce qu'il y a vraiment des jolies choses quoi. Alors, donc on a poché nos choux. Ils sont beaux, ils sont avec un petit craquelin donc par-dessus. Oui, exactement, c'est choux avec le petit craquelin. Communément, maintenant, on a vraiment des petits choux avec le petit craquelin. J'ai oublié de garnir le dernier pour le mettre par-dessus, ce serait dommage. Et ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la crème diplomate? La prochaine étape, non, on va incorporer. Là, donc, on va remettre un petit peu de riolet au cœur de notre gâteau, juste histoire de rapporter encore ce côté cannelle qu'on cherche. Vous voyez comme il est souple? Ah bah oui. Tac, donc on en met pas trop. Il est souple, mais il n'est pas liquide. Hein. Je sais pas si vous exactement. Vous voyez, il se tient, mais en même temps, il va avoir vraiment ce côté très souple pour le pochage surtout. Tac, donc une fois qu'on a fait le riolet, la prochaine étape, c'est d'incorporer les pommes. Donc des pommes caramélisées, c'est ça? Donc on est sur des pommes, alors on n'est pas sur des pommes trop caramélisées, on est plus sur des pommes tombées au beurre. C'est-à-dire que tombées au beurre et au miel. Donc là, je travaille avec une miellerie qui est à Frénouville, qui me fait. Donc là, on a un miel toute fleur, parce que la saison des miels de châtaignier n'est pas encore arrivée. Donc généralement, ce gâteau est fait avec du miel de châtaignier, donc il y a un miel assez puissant qui permet en fait, il y a une vraie cohérence entre la saison dans laquelle on est, c'est-à-dire en automne, les châtaignes qui arrivent, parce que les marrons commencent à arriver sur les étals, et ça permet en fait d'avoir la pomme. En fait, c'est mon fournisseur, hein, c'est la ferme, j'y vais depuis que je suis tout petit. Donc on est sur de la pomme Boscop, donc sur la crête de Fontenay. Donc c'est vraiment une pomme au sud de Caen, en pleine campagne à Fontenay-le-Marmion, qui produisent en fait pour les vergers en fait des pommes, des poires. Et moi, je vais les voir directement et ce sont mes partenaires. Donc aujourd'hui, c'est un gâteau qui est très très normand, ce que je disais tout à l'heure, avec des gens vraiment qui sont à 15 minutes à vol d'oiseau autour de chez moi, donc c'est assez intéressant. Et puis c'est pratique. C'est très pratique. Donc en fait là on se retrouve donc avec notre... Vous avez fait comment du coup? Vous avez mis du beurre, ouais. du miel en temps pour temps, c'est-à-dire on est à peu près pour 3-4 pommes, on est à 30 grammes de miel, 30 grammes de beurre. Vous laissez un petit peu caraméliser votre beurre et votre miel et vous incorporez vos pommes que vous avez coupées grossièrement, hein. On n'est pas obligé d'avoir des pommes coupées trop... vous coupez les pommes, vous jetez ça dedans et vous laissez en fait les pommes se nourrir du beurre et du miel et vous les mettez à refroidir. Une fois qu'elles sont cuites, vous plantez le couteau dedans pour voir si elles sont bien fondantes, parce qu'elles doivent être très fondantes. Oui, donc on les laisse pas caraméliser, hein. Vous voyez, non, elles sont pas. Elles sont vraiment, c'est claires, pour ça que je vous disais tomber au beurre, c'est vraiment l'idée de tomber au beurre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des pommes très fondantes qui vont vous permettre en fait par la suite de venir les incorporer dans votre gâteau. Donc on rajoute ça sur le riolet au centre Exactement. du gâteau. C'est ça. Une petite couche assez généreuse. Oui, il faut être généreux. Sinon, toujours. Hein. La générosité, mes clients aiment bien ça. Faut être généreux. Je pense qu'on aime tout ça. Oh oui. Tac, vous voyez. Donc là, on a une vraie. On recouvre en fait, le riolet de pommes à l'intérieur, et ce qui permet. Donc, on va passer bientôt à la dernière étape de la recette, ce qui va être donc la crème diplomate qui va venir en fait finir le gâteau. Et à la fin, on fera la petite déco toute sympa avec cette petite chips de pommes en tuile qui est rigolote comme tout. Alors, la crème diplomate, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est? La crème diplomate, en fait, on part sur une crème pâtissière. Donc une crème pâtissière techniquement classique, hein, sauf si vous êtes normand comme moi et que vous aimez la crème. Donc la crème pâtissière, elle est 100% crème. Donc là, on est sur une crème pâtissière assez riche. Parce qu'on veut une vraie tenue. Et la crème liquide à 35%. Moi, je travaille avec donc la maison Fléchard ou Elévire en Normandie. Donc c'est assez sympathique au niveau des crèmes. 30% vous prenez? 35. 35. 35%, ouais. Donc, hop, au frais. Donc vous mettez uniquement de la crème, pas de lait? Je mets pas de lait dans ma crème pâtissière. D'accord. Pas pour ça. Pour le flan, oui, mais pas pour la crème pâtissière. Donc il y a une étape, voilà, c'est une cuisson qui est assez différente. C'est une cuisson qui va être un peu plus lente parce que sinon ça épaissit trop vite. Et aux œufs entiers, la crème. Parce que voilà, je mets pas que de jaune d'œuf, je mets vraiment des œufs entiers, ce qui me permet d'avoir une crème sympa, quoi.
Donc c'est quoi votre recette de crème pâtissière? Ma recette de crème pâtissière, on va être sur 1 litre. Bon, on va partir sur 1 litre de crème hein, pour faire une belle recette. Donc 1 litre de crème, vous mettez une gousse de vanille de Madagascar à l'intérieur, toujours de l'atelier 109. Hein, parce que Qui est ici présent, je qui est ici rappelle. Hein, présent avec la et qui a casquette. son stand. Voilà, qui lève sa casquette. Parfait, bravo job. Il est où votre stand, du coup? Ah bah, on va lui donner un micro. Bah, allez-y, hein. Allez-y, Comme ça, tout le monde monsieur. en profite. Exactement. Si on peut allumer le deuxième micro. Ah, bon. Derrière, à côté de Popa. Derrière le food truck, vous avez le point de repère. Donc on met à monter notre crème comme une crème Donc, chantilly. Comme une hein, crème tout simplement. chantilly. Voilà. C'est quoi les quantités là pour votre crème diplomate du coup? Crème diplomate, c'est important. C'est important. C'est-à-dire qu'on a autant de crème pâtissière que de crème fouettée pour avoir une crème qui vient vraiment être onctueuse. Donc on la laisse bien monter, bien en chantilly, qu'elle soit assez ferme. Ce que j'allais vous poser. Voilà, Assez qu'elle ferme. soit assez ferme. D'accord. Et on va la mélanger donc à notre crème, ce qui va nous permettre d'avoir une jolie crème diplomate derrière. Très bien. Tac. Donc là, vous avez la crème pâtissière que j'ai préparée cette nuit, voyez-vous. Ah là, on vous entend pas. Attendez, on va vous passer un micro. Ah, j'ai entendu. J'ai entendu. Répétez pour que tout le monde entende. Oui, vous mettez combien d'œufs entiers dans la crème pâtissière où pour 1 litre de lait? Je suis là, coucou. Vous êtes là. C'est Vous vrai qu'on voyez n'a pas. pas fini la recette de la crème pâtissière. J'en mets 3. 3 œufs entiers. On est sur des gros œufs. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur du 70 grammes. Hein, plutôt. Si vous avez des œufs moyens, partez sur 4. Hein, c'est mieux. Donc 1 litre de crème, la gousse de vanille, les 4 œufs ou 3 à 4 œufs suivant la taille des œufs. On va partir sur 200 g de sucre. On n'est pas très sucré au niveau de la crème. Et vous allez avoir de la fécule de maïs. Je mets 75%. Donc comme on a quelque chose qui va se tenir avec la crème, on n'a pas forcément besoin d'avoir un épaississant de trop... 75 grammes, vous mettez? 75 grammes, ouais. 75 grammes et le sucre, je vous dis 200 grammes. Donc après, on fait une crème pâtissière classique, bien au frigo une fois qu'elle est terminée. Puis après, vous pouvez vous en servir une fois qu'elle est bien froide. Parfait, vous avez tous les secrets. Exactement. Toute la recette. Toute la recette en tête. Et sachez que la recette, donc vous allez pouvoir la transmettre, la recette Oui, bien totale sûr, totalement. du gâteau, c'est ça? Exactement. Donc là, on lisse bien notre crème pâtissière, c'est-à-dire qu'on la mélange bien, qu'il n'y ait pas de morceaux, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez ce côté crème de la crème pâtissière. Et vous la faites chauffer à quelle température, la crème pâtissière? La crème pâtissière pour la faire, vous voulez dire? Oui. À ébullition. Hein, normal. Et puis après, donc une fois qu'elle est froide, vous allez voir vous avez la crème qui monte gentiment, qu'on va accélérer un petit peu. Donc la crème pâtissière, ouais, c'est quelque chose de très régressif. Tout le monde aime la crème pâtissière. Presque. Qui n'aime pas la crème pâtissière? Je vais demander qui aime, mais qui n'aime pas? Qui n'aime pas? Bon bah voilà. Hein. Bon ben voilà, On a c'est notre validé, on réponse, hein. est à 100%. Et alors pour vous, c'est quoi la suite là, des projets? Vous continuez votre boutique? La suite des projets, donc Popa va bientôt fêter ses 2 ans, donc le Click and Collect va bientôt fêter ses 2 ans au mois de novembre. Le projet immédiat de continuer déjà pour l'instant, et après une demande assez intensive, on va dire, on est en train de réfléchir pourquoi pas un magasin, mais dans l'esprit du Click and Collect, c'est-à-dire avec une gamme très courte, avec des produits et des partenaires très ancrés. Quelque chose qui va vraiment être quelque chose qui me ressemble à 100% au final. C'est-à-dire que moi je fais toujours très attention à ma consommation, que ce soit au niveau des énergies, au niveau des produits. C'est pour ça que je me source chez mes producteurs locaux, parce qu'au final c'est eux les mieux placés, parce que moi sans eux je fais rien. Donc c'est vrai que de mettre en valeur en fait leur savoir-faire, de savoir cultiver des fruits, de savoir faire du beurre, de la crème, ça c'est très important. Et c'est mon idée aujourd'hui de mettre en valeur tous ces produits qui me permettent et ces producteurs. Quand je vois que ma céréalière a 22 ans, je me dis que l'avenir est très intéressant, quoi. Donc voilà, mettre ça en C'est valeur. top, on va suivre vos aventures. On peut vous suivre où sur les réseaux sociaux? Oui, Instagram, vous avez Instagram, donc Instagram, Facebook, et puis bon, j'ai pas réussi encore à faire trop de TikTok, j'y arrive pas. mais c'est vrai que techniquement Instagram, voilà, ma femme est merveilleuse, elle gère complètement l'Instagram. Donc on essaie toujours de mettre en valeur les produits et d'expliquer un maximum ce qu'on met dans vos produits en toute transparence. Donc c'est important aujourd'hui, je pense, pour le consommateur d'avoir. Déjà, vous venez au labo quand on Click and Collect, Voilà. vous venez directement là où les gâteaux sont fabriqués. Vous rentrez, ça sent bon. Généralement, il y a toujours quelque chose dans le four.
Si vous avez un peu de temps, on discute, on goûte. Quand je fais des nouveautés, j'invite mes clients à goûter. Je fais des sessions de pop goûteurs quand j'ai des produits. La dernière fois, on était sur du mochi, par exemple, parce que mes enfants sont très mochi, donc je me suis mis au mochi. Et puis, ça a beaucoup plu. Donc, il y a toute une évolution comme ça et un partage humain. C'est ce que je recherchais en faisant cette petite structure au départ. Et je vais continuer, mais en grandissant peut-être un peu, vraiment avoir ce côté humain, parce que moi, ce que je recherche, c'est écoutez, voir des gens, discuter avec eux de leur gourmandise, et c'est ça qui est intéressant. Bravo, je pense que c'est magnifique et heureusement que. En fait, c'est la passion de la pâtisserie, hein, finalement. C'est exactement ça. C'est le partage, c'est le côté où on peut faire déguster aux gens, qu'ils nous fassent leur retour, qu'ils soient contents, Ça, ou c'est qu'ils ça. nous donnent des points d'amélioration. Oui, voilà, moi C'est je suis très top. prenant des critiques et moi j'aime beaucoup en fait discuter avec les gens de savoir ce qu'ils ont envie, ce qu'ils attendent aujourd'hui d'une pâtisserie. C'est intéressant de savoir parce que moi j'ai mon expérience, mais les échanges vont faire qu'on évolue en fait dans notre métier. Si vous me demandez les gâteaux que je faisais il y a 10 ans, c'est pas les mêmes que je fais aujourd'hui parce que techniquement j'ai étudié l'évolution de mon métier, j'ai étudié beaucoup de choses et c'est plutôt intéressant d'écouter les personnes en fait et de leur gourmandise quoi. Donc, on a un métier qui a été vraiment mis en valeur via les réseaux sociaux. C'est quand même pas mal quoi. Ah, clairement. Ouais. C'est tendance en ce moment, la pâtisserie. Donc là on va quasiment être... Alors oui, donc notre crème fouettée est bientôt prête là. Ah ouais. Donc on la sert bien correctement. Là, c'est quelle marque de crème fouettée que vous avez? Celle-ci c'est Lévière celle-là. Elle est bien. Ouais. Là on est sur de la 35. 40. 40. Ouais. On la trouve dans le commerce, la 40% ou pas? On la trouve dans les boutiques spécialisées je pense. Plutôt professionnelle. Plutôt pro. Mais qui aujourd'hui s'ouvre aussi aux particuliers. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant. Et sinon vous négociez avec votre artisan et vous lui demandez une crème à 40, il vous en donne un petit peu. Enfin, C'est la petite technique. la petite technique quand vous allez chercher vos gâteaux, vous dites que vous n'avez pas un petit peu de crème. Tac. Donc voilà, là on est sur une crème, vous voyez, qui est Vous voyez là, elle est très bien, qui très bien est montée et bien très montée, ferme. vous voyez, elle est très ferme. Donc là, on va l'incorporer donc dans notre mélange. Toc. Donc au tout début, en fait, on met une toute petite partie, histoire de détendre un petit peu la crème pâtissière. Vous voyez. Donc on mélange gentiment. Tac. On détend un maximum la crème. Comme ça nous évite d'avoir des morceaux de crème pâtissière qui vont rester et qui vont être derrière pour le pochage un petit peu plus complexe, quoi. Tac. Ça marche. Et donc à la fin, vous mettez la fin, quoi. Voilà, on détend et ensuite on rajoute le reste de la crème. Exactement. Et après, on n'a plus que la finition à faire. Donc le pochage. Le pochage. Tac. On peut peut-être commencer à faire passer les petits choux qui sont déjà prêts. Comme ça, il y a la dégustation en même temps. On va venir Tac. vous les emmener dans... Regardez. Hop. On va vous les faire passer. Tac. Yes. Tac. Je vous ai pas attendu, hein, j'ai continué la recette. Oui, bien sûr. Donc voilà, comme ça on fait passer et en même temps les gens peuvent goûter. Vous avez vu, c'est vraiment toute la recette en une bouchée. Donc merci parce que c'est vraiment très beau. Avec grand plaisir. Et très joli. Donc là, vous avez mis dans votre poche à douille votre crème diplomate, c'est ça? Exactement. Sauf Vous que coupez votre poche mis à douille pour un joli pochage en mode Saint-Honoré. En mode Saint-Honoré, ok. Et du coup, j'ai pas mis de douille. J'ai coupé la poche pour faire une
une imitation de douille Sainteau. Quand on n'a pas la douille, en fait, il y a une petite technique pour couper la poche qui vous permet en fait d'avoir l'esprit du Sainteau. Donc là, en fait, on vient juste pocher. Et là, c'est toujours le moment le plus satisfaisant. À la fin, ouais, quand on arrive vraiment là, à cette étape-là. Il y a une question de monsieur. Je vous écoute. Attendez, je vous donne un micro parce que vous êtes très loin. Comment? Ah. C'était quoi la question? La première question, est-ce qu'on fait je travaille pour les professionnels? Oui, je travaille aussi pour les entreprises en fait sur partie cocktail. Donc ça permet en fait de pouvoir en fait de partager aussi sur des cocktails d'entreprise, sur des petits déjeuners. En fait, Popa fait tout ça. Et comment on fait pour que ce soit aussi riche et léger? Ça s'appelle beaucoup d'essais. Voilà. Donc, et après, il y a des petits secrets de pâtissier, quoi. Donc voilà. Donc là, on finit le pochage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, c'est beau, hein, le pochage comme ça. Et puis la crème diplomate est parfaite. Enfin, la texture, elle se tient. Elle se tient, ouais. Elle est lisse surtout. Enfin, Alors, pour ceux qui ont mangé, là, je vois trop bon. Ça vous plaît? Le sablé est très bon, une tuerie. Je répète ce que j'entends là devant. Comment? Ah, on sent bien la pomme, ouais. D'accord. Et la cannelle. La cannelle de monsieur, on le rappelle. Monsieur, c'est votre moment aujourd'hui. Hein. Voilà, il est présent. Donc, j'en ai profité. Tac, donc là, on vient de terminer une fois qu'on a fait nos 2 petites rosaces. C'est beau. Et on vient terminer en fait avec... Bravo. Merci beaucoup. Avec un peu de sucre glace sur les choux. Je vous filme pour la petite finition. Allez-y. Bougez pas. Allez-y. On peut l'applaudir, c'est magnifique. Bravo. Merci. Merci infiniment. Ah, il y a la dernière étape. Et la dernière étape, elle est toute simple. C'est juste pour rappeler en fait que vous avez pas mal de pommes dans votre gâteau. Bon, j'ai fait une petite tuile. Ah oui, la dernière étape, c'est la petite tuile. La petite tuile de pomme. En fait, on dirait presque du caramel. Tac. Vous voyez. Et puis après, vous venez agrémenter de petits chocolats blonds. Oh, c'est beau. Et voilà. Waouh. Bravo. Franchement. Merci. C'est magnifique. Merci infiniment d'avoir partagé tous ces conseils, d'avoir partagé votre passion, votre parcours. C'était très enrichissant, je pense, pour tout le monde ici. Et encore merci. Et on va suivre vos aventures. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour le public, là, tout de suite, dans 10-15 minutes, on aura un talk avec notre chère Mercotte et les candidats du meilleur pâtissier 2014, enfin, la 14e saison plutôt. Donc, restez pas très loin. Merci encore, Anthony. Merci beaucoup. Merci.